Il a été témoin des grands bouleversements du XXe siècle. Diplomate, promoteur de la perestroïka, Vladimir Fedorovski est notre invité. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre nouveau livre, le 54e, est selon vous le plus important. Vous allez nous dire pourquoi. Est publié aux éditions Ballant. Il a pour titre « Le diplomate venu du froid des complots du Kremlin à la succession de Poutine ». Il y a une information que l'on ne sait pas forcément de vous, c'est que vous avez été interprète du Kremlin en langue arabe. Alors forcément, on va commencer. De Brejnev. Je les ai tous connus. Ouais. Et vous avez... J'ai très bien connu les Palestiniens, surtout mon époque, c'est quand même Arafat. Mais vous savez, j'ai hésité de raconter au début mes performances au Proche-Orient. Et finalement, heureusement, j'ai mis ça, mes conversations avec Saddam Hussein, mes conversations avec Kadhafi. Et c'est un regard assez inattendu sur le monde, mais franchement, le livre n'est pas seulement sur l'Orient, c'est aussi sur mes trois vies, quand j'étais fossoyeur de communisme, après ma vie d'écrivain, quand ça se lit comme un roman policier. Comme un roman policier, pour ne pas dire comme un roman d'espionnage. Évidemment. On va en parler, mais d'abord donc le Proche-Orient, c'est pour ça que je disais que vous avez été interprète en langue arabe, c'est une région que vous connaissez. Le Proche-Orient poudrière, c'est plus vrai que jamais? C'est pire que ça. Vous savez, vous vous souvenez, j'ai battu tous les records, j'ai fait une tribune au Figaro. Nous allons vers la guerre totale. Mais j'ai parlé de l'Ukraine. Comme mon père était ukrainien, j'ai parlé de l'Ukraine. Et aujourd'hui... Oui, vous êtes russo-ukrainien. Absolument. Mon père, c'était un grand héros de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, vous savez, je suis effrayé, je suis désespéré. Désespéré. Les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point ça peut être une poudrière. C'est quoi la différence entre guerre totale et guerre mondiale? Mais c'est à peu près la même chose. Je voulais être plus politiquement correct. Franchement, je ne voulais pas effrayer les gens. Parce que je racontais, dans le livre, je raconte les scénarios qui peuvent nous guetter. Mais comme je connais très bien, j'ai beaucoup d'amis, que je salue d'ailleurs, qui nous regardent, et j'ai beaucoup dans la région. Je tiens à vous dire, je savais que ça va arriver. Je savais que ça va arriver et j'étais étonné que les gens n'ont pas écouté. J'ai fait, il y a quelques années, une sorte d'enquête avec quelqu'un qui est parti, vous vous souvenez, journaliste et penseur d'origine juive, Adler, il s'appelait, Alexandre Adler. Nous avons fait quelque chose pour dire jusqu'à quel point c'est dangereux ce qui se passe là-bas à Gaza. C'est dangereux d'essayer de jouer avec l'islamisme radical pour marginaliser les gens d'Arafat, etc. Et finalement, c'était prémonitoire. Ce qui se passe aujourd'hui, ça peut aller très loin. On ne sait pas comment l'Iran réagit. On dit, ah, l'Iran ne veut pas y aller. Poutine, aujourd'hui, il dit, ah non, non, les gens de la région ne veulent pas que l'embrasement total. Il a parlé tout le temps. Il a pris le téléphone. Avant d'aller en Chine, vous savez, j'ai calculé 10 coups de fil. Tout d'abord, Israël, Syrie, Liban, Palestine, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie et évidemment l'Iran. Mais il peut peser sur ce conflit, Vladimir Poutine, selon vous, la Russie, historiquement, elle est à la fois, elle a des bonnes relations avec Israël et avec les Palestiniens. Est-ce qu'elle peut peser? Elle peut peser, je vais vous dire, il y a une particularité. Les gens ne se rendent pas compte. Vous savez, Poutine, il a des rapports historiques avec les Palestiniens, surtout avec l'autorité vraiment palestinienne. Mahmoud Abbas, il a parlé plusieurs fois déjà depuis cette tragédie énorme. Je pense aux otages, d'ailleurs on parle tout le temps, mais il faut parler aussi de ça. Et il a parlé de ça, mais d'autre part, les gens ne savent pas jusqu'à quel point il a une affinité physique avec Netanyahou. On dit que Netanyahou est terminé, etc. Ce n'est pas encore vrai. Il est encore là. Et il a une affinité, et les gens ne savent pas, mais sa mère, on peut dire sa mère adoptive, celle qui l'a formée, c'est une dame qui vit, c'est une dame d'origine juive, qui l'a formé, qui l'a sauvé de la rue. Il devait devenir un garçon vraiment terminé comme... À qui il a rendu visite, il me semble. Non, mais non seulement rendu visite, il lui a donné un cadeau sur ses propres frais.
il est vivoté là-bas, il a des difficultés, il lui a donné un appartement. Alors, vous comprenez, c'est un facteur qui peut jouer, dans ce contexte-là, il peut jouer un certain rôle. Il peut jouer un certain rôle. On va parler du conflit ukrainien, mais d'abord, est-ce que vous ne diriez pas qu'il y a un double standard? D'un côté, la Russie est critiquée parce qu'elle occupe des territoires, parce qu'elle a annexé la Crimée, et de l'autre côté, Israël occupe des territoires, elle en a annexé, et on a le sentiment, en tout cas certains pays du Sud, et pas seulement quelques-uns, disent qu'il y a un double standard. Est-ce qu'il y a un double standard? Ça, c'est l'interprétation de pays du Sud. Je dois vous dire qu'il ne faut pas se leurrer. À la fois sur les sanctions, ça c'était visible hier, mais c'était visible au Conseil de sécurité. Sur les sanctions, 85% des pays du monde sont contre les sanctions. Et 85% des pays du Sud, justement, ils disent le double standard. Dans le contexte actuel, je vais vous dire, un vieux routier de cette région, vraiment, j'ai pratiqué ça depuis toujours. Ce qui est vraiment essentiel maintenant, c'est de penser aux civils qui sont tués. D'abord un cessez-le-feu. Arrêter, je vais vous dire, ce qui nous guette, c'est l'embrasement mondial. Comme vous dites, comme je dis guerre totale, comme vous dites guerre mondiale. L'embrasement total, étape par étape. Si demain Hezbollah entre en jeu, si l'Iran entre en jeu, vous avez vu aujourd'hui l'Égypte, le Maroc, il dit aux ambassadeurs israéliens, partez. Vous savez, c'est vraiment une nouvelle donne, une nouvelle configuration. Et quand j'écris mes livres, franchement, et quand je fais ça, je pense à nos enfants et je pense à nos petits-enfants, partout, dans les pays arabes, en Israël, vous comprenez, dans la région, mais aussi ici, parce que vous comprenez pourquoi Poutine, il est assez habile, mais il pense à l'intérieur. Il pense à plus de 20 millions de musulmans qui habitent la Russie. Vous savez, il faut gérer ça. Moi, je conseille vraiment, je suis profondément francophile comme vous, mais je dois vous dire, il faut penser à ça, il faut gérer ça. Il y a plein de paramètres. Vous dites que les événements au Proche-Orient, et après promis, on attaque aussi le cœur du livre, vont renforcer une configuration triangulaire Chine, Iran, Russie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je pense que l'embrasement... D'ailleurs, Vladimir Poutine est en Chine. En Chine, c'est évident. Ouais. Parce qu'il y a une rupture. Moi, j'ai regretté beaucoup, pour ma part, la rupture définitive entre l'Europe et la Russie. Réorientation de la Russie sur l'Asie. Définitive? Moi, je pense. Et malheureusement pour moi, parce que j'étais toujours très union avec mes livres. Mais à qui la faute? C'est l'Europe qui a jeté la Russie dans les bras de la Chine? La faute, c'est à tout le monde. Mais je pense que il y avait des erreurs de calcul et vous avez utilisé le terme que j'ai utilisé exactement dans mon livre. On a poussé la Russie les bras de la Chine. Kissinger, qui a dit le principal, se découpler la Russie et la Chine pour l'Occident. Et aujourd'hui, il y a cette alliance. Et s'il y a les frappes, moi je parle souvent aux Américains, les conservateurs ils disent qu'il faut frapper l'Iran. J'ai dit faites attention, l'embrasement c'est pas en votre faveur et je pense qu'il faut écouter maintenant les sages qui viennent de tous les côtés, les sages qui viennent de tous les qui pensent, il faut penser tout d'abord aux otages, tout d'abord aux civils, mais après il faut essayer de trouver l'issue. Évitons la guerre mondiale. Et d'ailleurs, vous dites qu'on est dans une impasse totale. Et dans votre livre, vous racontez les conversations, puisque vous avez cité Henry Kissinger, l'ancien chef de la diplomatie américaine, conversations entre Brejnev, l'ancien numéro 1 de l'Union soviétique, et c'était d'ailleurs pendant la guerre du Kippour. Absolument. Moi, quand j'étais interprète du Kremlin, évidemment, heureusement que j'ai mené, vous savez, des notes. J'ai fait un journal intime. Et j'ai gardé les phrases exactes de Brejnev, de Kissinger pendant la guerre de Kippour. Vous savez, ce qui m'étonne aujourd'hui, la diplomatie aujourd'hui est presque morte. Tandis qu'à l'époque, leur principal souci, je me souviens des phrases des deux, de Brejnev et de Kissinger. Il ne faut pas pousser l'adversaire dos au mur. Si vous poussez les adversaires dos au mur, ça peut être l'embrasement. Et je vous assure, franchement, je raconte dans le livre comme on a
terminé avec le communisme, Bien sûr. Gorbatchev, Eltsine, les Chagall, s'il vous plaît, Dali. C'est pas seulement le livre, vous savez, sur les hommes politiques, Oui. mais aussi sur les gens. La peinture, puisque vous avez été ensuite attaché J'étais culturel. J'étais à Paris. attaché culturel, après j'étais porte-parole de la perestroïka. Mais vous savez, c'est un livre particulier qui raconte vraiment 3 facettes de ma vie. Mais quand je me souviens de tous ces gens-là, lumineux du XXe siècle, rien qu'avec mes conversations avec Nureyev, par exemple, c'est absolument étonnant. C'est les gens qui ne méritent pas ce que nous vivons. Nous vivons aujourd'hui, et je pèse mes mots, vous dites la poudrière avec raison, mais c'est pire que ça, c'est pire que la guerre froide. Nous vivons vraiment un moment peut-être le plus dangereux de l'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre. Pourquoi c'est pire? Parce que c'est vrai que pendant la guerre froide, contrairement à ce que pense peut-être plus d'une personne, c'est qu'en fait, à l'époque, il y avait quand même des vrais contacts et des vrais échanges derrière la façade glaciale. Évidemment, quand contact, moi j'ai participé, diplomate venu du froid quand même, j'ai participé à beaucoup de contacts confidentiels. C'est-à-dire, il y avait une différence, je vais vous dire comment ça s'est passé. Il y avait une différence. Il y avait la propagande, la désinformation. Et il y avait la politique réelle. Il y avait la distinction entre la propagande et la politique réelle. Aujourd'hui, tout se mélange. Et en plus, j'ai écrit physiquement, je raconte, j'ai participé, on a rédigé une vingtaine des accords dans le domaine des armements. Il y avait des lignes rouges. Aujourd'hui, quelle ligne rouge? Vous rigolez. Vous rigolez. Tout ça, ça m'étonne, un mélange de genres. Dans la réalité, pour être franc, les gens mentent et croient à leurs mensonges. Et ça, c'est très grave. C'est la grande différence par rapport à la période que j'ai vécue. Alors, vous avez 30 secondes pour me dire pourquoi c'est le livre le plus important de votre carrière, Vladimir Fedorovski. Parce que je raconte tout. Parce que dans ce livre, il y a cette facette de rêve lumineuse, parce que je ne voulais pas qu'on vit les choses tristes. Ouais. Je raconte les facettes lumineuses, mais je raconte aussi les faces cachées du XXe siècle. Je me souviens de ma dernière conversation de Mitterrand. Il était en train de mourir. Il a dit, Vladimir, Gorbatchev n'appartient pas au passé, il appartient à l'avenir. Et j'ai mis cette phrase. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, le diplomate venu du froid, des complots du Kremlin à la succession de Poutine. C'est aux éditions Ballan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde.